Vous écoutez votre grand journal du soir avec Mathieu Béliard sur Europe 1. Et autour de vous, Mathieu, pour savoir si les Français ont tourné la page au sujet des Gilets jaunes, Jean-Baptiste Djebari, porte-parole du groupe LREM à l'Assemblée nationale et député LREM de Haute-Vienne, Jean-François Amadieu, sociologue et professeur à l'université Paris 1 Sorbonne, et Jérémy Clément, Gilets jaunes dans le Loiret. On va prendre Patrick en ligne pour démarrer ce débat avec nous. Patrick qui a composé le 39-21 et qui nous appelle d'Indre-et-Loire, je crois. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur Europe 1. Est-ce que la séquence Gilets jaunes est derrière nous? Est-ce que les Français sont en train de tourner la page? Moi, je pense, je dis sincèrement, moi, je commence à tourner la page aussi parce que bon, ça devient quelque part, ça devient une routine quelque part. Je pense que ça devient plus un débat commun de Gilets jaunes qui se rencontrent et puis ça devient plus un débat politicard hein, quelque part pour défendre les droits de chacun. Je pense que les gens se rencontrent et comme à Chambord et voilà. Pour vous, je reprends ce que disait Patrick. Pour vous, Jérémy Clément, c'est quoi la suite de la mobilisation les week-ends à venir? Ça a du sens encore de manifester le samedi? Alors j'ai un avantage, c'est que depuis le 24 novembre que j'étais médiatisé, j'ai tenu un discours qui est aujourd'hui le même. Effectivement, on est contre la violence. Effectivement, on est contre un tas de choses qui nuisent à notre pays, notamment les commerçants. Quelle grossière erreur on a fait dès le départ de pas pouvoir se parler en commençant à s'organiser dès le départ plutôt que de dire parler du pouvoir d'achat, je veux dire, la souffrance qui naît des commerçants et qui naît des gens que ça gêne comme Patrick aussi, que je peux comprendre, c'est qu'en fait on est nombreux. Vous aviez des gilets jaunes qui avaient déjà ouvert les yeux depuis longtemps sur un tas de sujets et qui sont venus pour le revendiquer, mais vous aviez aussi des gilets jaunes comme moi qui ont débarqué parce que ce mouvement populaire qui devenait fraternel et qui devenait pour moi une forme d'unification du peuple qui n'existait plus, ben il est devenu beaucoup plus il est devenu beaucoup plus que ça. C'est qu'on s'est aperçu qu'on voulait plus être représenté par des politiques ou des élus comme on a actuellement, qui font le même travail qui a été fait ces 40 dernières années, qui nous rendent feignants intellectuellement, qui nous informent d'une loi que quand on a une facture à payer, alors qu'on aimerait bien pouvoir en être un peu plus informé, etc., etc. Donc je comprends tout à fait Patrick. Après, vaut mieux des manifestations à Chambord où ça ressemble à quelque chose de fraternel avec un barbecue et un pique-nique plutôt que des violences comme on a pu assister à droite à gauche un peu partout en France. À un moment donné, nous et certains autres gilets jaunes, on est en train d'œuvrer sur le terrain déjà pour décaler après le 10 mars les manifestations dimanche pour que les commerçants n'aient pu en pâtir et en souffrir, parce que vous en avez énormément qui en ont souffert. Alors je parle pas forcément de ceux qui se plaignent et qui disent que tout est de notre faute, parce qu'il y a aussi une question de gestion de logistique et de travail en amont, mais je parle surtout de ceux qu'on n'entend pas. Eux, effectivement, il y en a qui se plaignent pas parce qu'ils n'ont pas le temps de se plaindre, et c'est notamment le cas de pas mal de gilets jaunes où faut quand même pas oublier que tous ces gilets jaunes qui sont dans la rue, c'est des gens qui le sont à leurs frais, au détriment de leur famille, au détriment du travail, etc., etc. Jean-Baptiste Djebari, vous vouliez répondre? Non, mais ce que disait Patrick, et c'est ce que moi j'ai ressenti sur le terrain, c'est que ce mouvement il est extrêmement évolutif. C'est vrai qu'au début, quand nous avons commencé à rencontrer des délégations de gilets jaunes, on avait beaucoup ce qu'on appelle maintenant des gilets jaunes historiques, ceux qui étaient d'ailleurs beaucoup de femmes, beaucoup d'actives, qui se souciaient essentiellement du pouvoir d'achat, de leurs conditions de vie, de la vie au quotidien. Et puis ce mouvement, il a évolué. Et il s'est un peu politisé, voire beaucoup politisé. Il s'est un peu radicalisé, à la marge certes, mais ça a forcément abîmé un petit peu le mouvement et la perception qu'en ont les Français. Et il se heurte aussi aux difficultés de la réalité politique. Moi, j'entends parfaitement les critiques que fait Jérémy Clément, parce que je pouvais faire les mêmes il y a 18 mois. Sauf qu'il verra, dans son aventure politique que je souhaite féconde, que c'est pas simple de convaincre les Français. Et que c'est pas simple de porter un projet unitaire. Et c'est même pas simple de nommer des porte-paroles ou des délégués en qui on a confiance. Et on a vu, Ingrid Levasseur s'est fait exfiltrer par les siens. Et donc, moi, à la fois, je regarde ça comme acteur politique, comme observateur, et je pense que le mouvement qui s'est présenté devant nous, il dit des choses extrêmement intéressantes, qu'il ne faut absolument pas le sous-estimer ou le mépriser, surtout pas. Mais j'observe aussi quelques-unes de ses limites. Et donc, cela nous pousse quand même à continuer aussi notre action et à en expliquer les résultats et les éléments concrets. Jean-François Amadieu, aujourd'hui, on a un noyau de gilets jaunes qui poursuit la mobilisation. Alors certes, il y a moins de monde dans la rue qu'au tout début du mouvement, les samedis de novembre et de décembre. Cela dit, ceux qui sont encore mobilisés les samedis, ça va être très dur pas de les déloger, mais de
les stopper, de les faire rentrer chez eux? Oui, bien sûr. Alors, ce que disait Patrick tout à l'heure, et qui est le point en effet qui est frappant, c'est que compte tenu de la baisse du soutien, de la popularité, et puis aussi, vous savez qu'il n'y a pas une majorité de Français pour souhaiter que le mouvement se poursuive, on s'aperçoit qu'en fait, effectivement, il n'a plus du tout la même assise qu'au départ. Et comme le dit Patrick, les gens ont le sentiment que c'est un groupe de gens qui se retrouvent, qui se connaissent bien, qui poursuivent une action. Alors ça peut durer très longtemps, certains pensent que ça peut durer des mois, au moins jusqu'à la fin du grand débat, à ses conclusions, etc. Et effectivement, c'est tout à fait atteignable. Donc ça, c'est pas une difficulté, mais c'est vrai qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait à nouveau une baisse en termes de popularité. C'est important de rappeler qu'elle a été due, dans un premier temps, cette baisse-là, aux annonces du 10 décembre du président, avec un fléchissement important, et ensuite pas tellement le grand débat, parce que le grand débat a un peu joué, mais c'est certainement la forme que ça a pris, justement, à la fois un peu minoritaire, d'entre-soi, ces sentiments, et puis certainement les violences, et ce qui s'est passé un certain nombre de samedis. À partir de ce moment-là, il y a eu un décrochage. Alors effectivement, maintenant, on se situe, il faut quand même le dire, à un niveau qui est assez bas, compte tenu pourtant d'une plateforme a priori large, et qui, on le sait, au début, rassemblait beaucoup de Français. Jérémy Clément. Oui, j'aurais aimé rebondir déjà sur ce que disait Jean-Baptiste Djebari. Voilà. Effectivement, on découvre depuis bientôt 7 semaines les rouages de la politique et la complicité que c'est de pouvoir réunir tout le monde. Maintenant, notre programme à nous, au sein du RIC, même si je rappelle que je ne suis pas sur cette liste et que je ne serai pas sur cette liste, je la soutiens. Vous travaillez en tout cas à son organisation. Bien évidemment, comme je travaille sur le terrain avec d'autres, comme j'aide à organiser tout ce qui peut être organisé ou être soutenu pour être porté. Pour ma part, vous savez que c'est l'association Les Ronds-Points du Cœur, où on est aussi en train d'organiser une fédération nationale pour préparer une cartographie pour tout ce qui est aide, entraide et développement au sein de notre pays, en sachant qu'à un moment donné, ça ne sera pas à des bénévoles de soustraire au travail de nos élus. Il faudra que nos élus aussi fassent le boulot. Maintenant, vous parlez de radicalisation, mais ce mouvement, il a toujours été de manière horizontale. Il est toujours parti de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par le centre. Il y a toujours eu des gens de tous bords. La seule différence, c'est que sur les ronds-points, ces gens-là pouvaient échanger, ce qui n'est jamais le cas lorsque vous réunissez en famille ou autre, ou avec des amis, où il y avait les sujets tabous, qu'il était politique. Et pour rebondir sur ce que disait mon voisin, c'est que effectivement les rouages de la politique sont compliqués, mais si aujourd'hui on a eu énormément de propositions de financement qui n'adhéraient pas au mouvement tel qu'il est créé. Donc peut-être qu'effectivement pour les élections, le ralliement d'initiative citoyenne fera 3%, en fera 0,5%, peut-être qu'il en fera 30%. C'est bien trop tôt pour le dire. Ce que je sais, c'est que le travail est là, les choses sont posées sur la table. Maintenant, c'est cette séquence-là qu'il faut ouvrir. On est à 3 mois, quasiment jour pour jour du scrutin. Mais qu'est-ce qui va se passer une fois alors, imaginez qu'on enlève des listes de gilets jaunes. Une, plusieurs, peu importe. D'accord? Après, je doute qu'il y en ait plusieurs. Vous pouvez en avoir qui vont naître à travers les médias de différentes formes, mais la date butoir c'est le 3 mai. On verra le 3 mai ce qui sera compliqué à organiser aussi. Bah bien sûr, bien sûr. Nous on est prêts à tout niveau. C'est le financement. On va lancer dans quelques jours le financement participatif. On a fait nos calculs avec 300 ou 400 000 personnes, ça peut aller très vite. On a aussi des zones de financement qui arrivent et qui nous sont proposées de manière horizontale où il n'y a pas besoin de négocier ou de faire quoi que ce soit. Donc je pense que le ralliement d'initiative citoyenne verra le jour, naîtra et partira en campagne de manière déterminée. Maintenant, pour rebondir sur tout ça, ce n'est que le début. Si demain vous n'avez pas de liste européenne de gilets jaunes, de citoyens qui peuvent être représentés de manière horizontale, où l'idée c'est quoi? Ça va être d'informer et d'aller mettre un peu le fouillis au sein de l'Europe, où on sait qu'il y a 40, 50, 60% des décisions qui concernent l'agriculture, qui concernent la chasse, qui concernent le domaine social, fiscal, qui vont être débattues et ramenées, décortiquées pour être présentées au peuple, et peut-être même faire voter pour mettre face au pouvoir en place ce qui arrive, et que ça ne plaît pas à tout le monde. Peut-être que là, les choses vont changer. Maintenant, il faut l'expliquer. 19h39. Europe 1. On continue cette explication jusqu'à 20h. Je remercie Patrick qui était en ligne avec nous au 39-21 il y a quelques instants. Jean-François nous appelle du Puy-de-Dôme. On va le prendre aussi. Jérémy Clément, Gilets jaunes dans le Loiret, Jean-François Madieu, sociologue et professeur à l'Université Paris 1 Sorbonne, et Jean-Baptiste Djebari, porte-parole du groupe LREM à l'Assemblée nationale et député LREM de Haute-Vienne. Au 39-21, nous avons Jean-François qui est à Clermont-Ferrand ce soir. Bonsoir Jean-François. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur Europe 1. Vous êtes retraité du Puy-de-Dôme, vous, hein? Voilà, retraité du Puy-de-Dôme. Alors, j'entends le débat.
je peux témoigner que dans le Puy-de-Dôme, les choses se sont passées jusqu'à samedi dernier très calmement. Pas d'affrontement entre la police et les Gilets jaunes. Jusqu'à samedi dernier. Jusqu'à samedi dernier. Et en tout cas, quelque chose qui correspondait à un respect et pas un fléchissement du mouvement. Je suis moi-même pas manifestant, mais totalement sympathisant des Gilets jaunes. Et j'observe une chose, avec un certain recul. Premièrement, ce qui nous a été montré de l'épisode parisien du boxeur et des policiers en face de lui, le hasard a fait que on a découvert que le gendarme qui était en face était tout sauf un gendarme susceptible de porter casque et bouclier, puisqu'il s'agissait d'un gendarme d'un peloton de montagne. Première remarque. Deuxième remarque, si on a affaire à des centaines, voire une centaine de manifestants qui sont des gens qui veulent tout casser et qui sont en groupuscules organisés ou désorganisés, qui mettent le feu aux poubelles, et c'est surtout ce qu'on montre, je veux dire, l'État français dispose très certainement de moyens avec des personnels d'armée ou de gendarmerie, puisqu'il faut respecter la loi, qui sont capables de faire des petits commandos aussi, qui vont aller vers ces gens-là et qui vont les arrêter immédiatement, parce que ces gens-là ne feront pas le poids. Donc, on a en face de... Jean-François, ce que vous dites, oui. c'est il faut faire le tri, s'occuper des casseurs et laisser le mouvement continuer, si je vous suis bien, Jean-François. Tout à fait. Je crois qu'il faut que ce mouvement continue dans son expression, parce que de toute manière, il correspond à quelque chose que beaucoup de Français sentaient depuis longtemps. On disait ça va péter, les gens en ont marre, ça peut pas durer comme ça. Et il faut laisser ce mouvement s'exprimer, se structurer, s'organiser. Alors, on ne peut pas préjuger effectivement des choses qui vont advenir, notamment dans la perspective des élections européennes qui sont bientôt, quoi. Oui. Pendant la pause, j'évoquais avec mes invités autour de la table les appels que nous avons eus depuis 17h. Et globalement, quand je reprends les mots, j'ai le souvenir à 19h de Christelle qui nous parlait de dispersion des revendications. D'un autre appel, c'était Abdel qui nous disait, lui, aujourd'hui on comprend plus rien à la mobilisation. Qu'est-ce qui peut expliquer une forme de désaffection, 55% des Français, Jean-François Amadieu, vis-à-vis du mouvement des Gilets jaunes? Oui, donc mais c'est facile, puisque une fois de plus, il y a eu le triple effet, annonce du président, les violences, etc., le grand débat. Donc ça, on l'a très bien vu dans les courbes. Par ailleurs, il ne faut pas sous-estimer le fait que la durée du mouvement, parce qu'effectivement, au bout d'un certain temps, et on l'observe dans tous les mouvements sociaux, pour les gens, il y a un temps pour les manifestations, puis un temps pour qu'elles cessent effectivement. Donc ça, c'est assez classique. Donc on peut l'expliquer comme ça. Et puis, une fois de plus, alors il y a une grosse différence à faire, et d'ailleurs Jean-François en témoignait, quand même notez-le, il y a bien une différence entre l'intention, enfin le soutien à la continuation des manifestations, là qui est minoritaire, et le soutien ou la sympathie au mouvement, qui certes a baissé mais reste majoritaire aujourd'hui. Et donc il y a encore une forme de soutien. C'était d'ailleurs le cas de Jean-François à l'instant, qui dit je suis sympathisant même s'il est samedi, je suis pas dans la rue. Et bon, lui en plus trouve que c'est bien de continuer. Mais ce qui est important, et là c'est un témoignage d'ailleurs d'un auditeur qui est retraité, on voit dans les sondages de la semaine dernière d'ailleurs que la question de l'indexation des retraites reste une revendication tout à fait prioritaire pour les Français, quelles que soient d'ailleurs les tranches d'âge, ce qui est assez stupéfiant. Donc ça, c'est un point important. On voit sur 2-3 thèmes extrêmement concrets que la plateforme revendicative initiale des Gilets jaunes reste extrêmement partagée dans l'opinion, ce qui est évidemment un écueil pour l'exécutif, puisqu'on a bien compris que ce serait compliqué sur l'ISF, sur cette question de l'indexation des retraites. Et effectivement, ça, c'est donc là, vraiment, il faut bien faire cette différence entre, des gens qui se lassent un peu, des samedis un peu agités, des perturbations, et puis par ailleurs, vraiment un fort écho des revendications dans l'opinion. 19h46. Europe 1.
Une dernière pause avant un dernier tour de table sur la. Tiens, je demanderai justement à Jérémy Clément qui est avec nous quelle transformation désormais pour le mouvement des Gilets jaunes. Certains soutiennent encore des revendications, mais demandent une transformation justement de la mobilisation. Vers quoi est-ce que ça peut aller? Puis Jean-Baptiste Djebari, la question du grand débat et de sa transformation, là aussi, pour reprendre le mot plus sur le ton du rugby. On va voir ce que ça donne pour la suite. Dernier tour de table autour de la mobilisation des Gilets jaunes. Le débat de votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec vous, Mathieu Béliard, mais avec aussi Jean-François Amadieu, sociologue et professeur à l'université Paris 1 Sorbonne, Jean-Baptiste Djebari, porte-parole du groupe LREM à l'Assemblée nationale et député LREM de Haute-Vienne, et Jérémy Clément, Gilets jaunes dans le Loiret. Jérémy Clément, vous entendez ce que nous disions avec certains auditeurs, ce que nous avons évoqué à l'instant, le risque de dispersion, si ce n'est pas déjà arrivé. Beaucoup de Français qui disent on ne comprend plus en fait où ça va, ce qu'ils demandent. On parle par exemple plus autant des retraites que au début. Au début il y avait la taxe carbone, mais maintenant il y a d'autres revendications. Est-ce que vous entendez ça? On ne comprend plus où vont les gilets jaunes. Mais parce qu'il y a tous les sujets aujourd'hui qui sont mis sur la table et que c'est pas en 40 minutes de plateau sur Europe 1 ou sur d'autres plateaux ailleurs qu'on a le temps de tout exposer. Il y a aussi nos domaines de compétences qui sont pas les mêmes pour chacun. C'est aussi pour ça qu'à partir de mercredi et ce après pour tous les jours de la semaine, il y a du gros teasing. Voilà. Bien sûr, c'est important. C'est important. Vous allez pouvoir entendre des compétences dans beaucoup de domaines. Vous allez entendre un ancien SDF qui est juriste maintenant, qui a la trentaine. Vous allez entendre des choses. Vous allez entendre des gens issus d'en bas qui pourront eux exposer des sujets. Je veux dire, si ça c'est la première chose. La deuxième. Tout sera mis sur la table, c'est évident. Maintenant, nous concernant, et ça concerne pas que les gilets jaunes, parce que cette liste, ce n'est pas que des gilets jaunes, c'est aussi des citoyens. Pour notre part, il est impensable, aussi bien pour les élections européennes que pour les autres échéances à venir, qu'on laisse la main à des politiques qui ont eu leur chance ou l'occasion de pouvoir faire leurs preuves sur ces 40 dernières années et qui ne l'ont pas fait. Après, on compte sur des profils politiques, peut-être dans un futur proche ou un peu plus lointain, qui comprendront ce mouvement-là, comme c'est le cas de mon cher voisin, et qui peut-être se rallieront à des citoyens d'en bas pour pouvoir apporter leur expérience, leurs compétences et pouvoir travailler enfin dans un but collectif et pas dans un but individuel. Je crois à la force de ces tours de table que nous organisons tous les soirs. Non, mais à la force de la discussion. Vous parlez du match de rugby qu'on va lancer, c'est ça? Du clash, du buzz en antenne, nous évoquions un match de rugby entre l'équipe parlementaire et une équipe de gilets jaunes. Je veux pas faire mon nouna, mais je me propose d'organiser ça. On est plutôt d'accord. Je pense que vu qu'on est désorganisé, ça peut se faire très vite. Jean-Baptiste Djebari, vous n'êtes pas sur la liste qui sera détaillée mercredi. Je ne suis pas sur la liste, ce n'est pas une annonce. Non, mais pour revenir à la question que vous posiez tout à l'heure sur quelle sortie de ce grand débat. Moi, je suis comme Jérémy Clément, je n'ai pas changé d'avis. Je pense qu'il y a 4 sorties. Il y a une sortie en dur sur la fiscalité, la vie quotidienne. En gros, faire en sorte qu'il y ait plus de consentement à l'impôt parce que les gens prennent conscience ou parce que les dispositifs permettent que chacun contribue mieux à raison de ses moyens. C'est la première sortie, c'est la fiscalité, c'est le thème quand même qui est abordé de façon principale. Deuxième sujet, c'est la démocratie, la vie citoyenne. Et moi, j'ai été frappé du nombre de fois que des gilets jaunes, que des citoyens de Haute-Vienne notamment sont venus me voir pour me dire, nous on veut prendre part à la décision des projets, notamment des projets locaux, notamment sur la transition écologique qui nous concernent. On veut pas tous les 5 ans se pointer aux urnes, mettre un bulletin pour des gens qu'on ne connaît pas. On veut, de façon récurrente, prendre part à ces décisions. Le troisième sujet, mais il est pas mince, c'est, je pense, forger des consensus sur des sujets qui sont pas simples. La perte d'autonomie, la dépendance, l'hôpital public. On voit bien que dès qu'on met un peu de fait sur ces sujets-là, quand on écoute des morceaux de vie, des gens qui nous racontent leur vécu au quotidien, on voit bien que ça fait qu'au moins on fait le consensus sur la complexité du sujet et sur la capacité ou non à financer ces éléments sociaux de notre société. Et puis le quatrième sujet, c'est quand même important, et je crois que ce grand débat il y participe pleinement, c'est quelque part de restaurer la confiance entre les citoyens au sens large et les élus au sens large. Et moi, j'ai vu beaucoup de maires qui au début étaient réticents à organiser ces grands débats, à nous rejoindre, et d'ailleurs en organiser eux-mêmes, parce que finalement les critiques, le discrédit dont souffrent les politiques au sens large aujourd'hui, s'adresse un peu à toute la classe politique. Et d'ailleurs pas que évidemment à nous, parce que nous sommes au pouvoir, aux manettes, voilà, en contrôle, mais d'une manière générale à toute forme de personnes qui se présentent au suffrage des Français. Et peut-être que Jérémy Clément découvrira la difficulté. Non mais attendez, ce soir ce qui se passe c'est incroyable, on va réconcilier les Gilets jaunes et la République en marche, ou en tout cas entamer un processus. C'est pas exagéré, je veux dire, aujourd'hui j'ai rencontré 2 députés de la République en marche sur les 3 derniers mois du mouvement qui pour moi
n'y ont pas leur place. Et je parle pas des 8 démissionnaires. Pour le reste, non, ça a été plutôt catastrophique. Maintenant, le plus important, c'est les échéances qui vont arriver devant nous. Enfin, en tout cas, les personnes qui seront sur la liste et le bureau du ralliement d'initiative citoyenne, son travail, ça va être de ramener les abstentionnistes à travers un vote. Alors pour ceux qui n'ont pas leur carte, on sait qu'ils ont jusqu'au 31 mars pour le faire numériquement. Et puis ça va être de faire le travail que les élus n'ont pas eu l'occasion de faire. Voilà, ça fait 40 ans qu'on offre la possibilité à des fonctionnaires d'État, à des élus en place, de faire le boulot. Et aujourd'hui, on sait ce qui se passe. On sait que l'évasion fiscale, c'est un vrai sujet. Ça pourrait régler le problème du pouvoir d'achat qui reste quand même au centre des revendications des Gilets jaunes, mais aussi des citoyens, et de ce qui fait que ce mouvement tient encore le coup. Mais il n'est pas prêt de s'arrêter. Hein. Aujourd'hui, j'ai vu un post, j'allume pas trop les réseaux sociaux, mais j'ai vu un post où il y avait écrit 14 juillet, acte 35 ou acte 36, je sais plus. Je me suis dit, ok, il y en a qui ont compté, il y en a qui savent déjà où ils vont. Le grand débat, pour revenir juste sur le sujet 4, vous pourrez pas ramener la confiance telle que c'est. Il faudrait que vous soyez capable de mettre des choses tout de suite sur la table, notamment par rapport à tous les budgets qui sont utilisés de manière, on va dire que c'est assez casse-gueule, parce que nous-mêmes. Ça se résumera pas à un référendum en sortie. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Maintenant, le plus important pour nous, les Gilets jaunes, ça va être de réconcilier ce qui a fait que ce mouvement a pu commencer à s'organiser, se structurer au fil des mois, et de pouvoir faire en sorte que peut-être d'ici avant la fin de la campagne, vous ayez les commerçants, les citoyens, les Gilets jaunes qui comprennent bien la démarche, que ça soit bien informé, et qu'on puisse faire un score tout à fait incroyable auquel personne ne s'attend. Bon, chacun des deux camps, la campagne est partie, Jean-François Amadieu. D'un côté les européennes, de l'autre l'issue du grand débat national. Il va y avoir je sais pas, il y a eu le match, la revanche, il va y avoir une belle finalement dans ce débat, dans ce mouvement social. C'est loin d'être fini. Oui, bien sûr. C'est surtout la sortie du grand débat, parce que autant l'idée, pour reprendre l'expression de Bayrou, belle idée, une innovation internationale. Effectivement, comme le disait Djebari, c'est vrai que ça permet de discuter de sujets locaux, d'écouter les gens sont contents. Enfin, tout le monde sait très bien que dans ce genre d'exercice, le problème c'est quid de ce que les gens ont dit et qu'est-ce qu'on décide ensuite. Et là, l'exercice se complique, puisque là ensuite, il faut faire les arbitrages. Et une fois de plus, je le rappelle, dans les sondages, il y a vraiment des revendications très précises qui existent depuis le début, auxquelles les Français sont très attachés. Là, c'est les points de blocage, donc ISF, indexation des retraites. Il y a 2-3 sujets qui sont des marqueurs. Ça va être compliqué. Merci à vous trois. Ça y est, on est pris par le temps, comme d'habitude. Jean-Baptiste Djebari, porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée, député de Haute-Vienne. Jean-François Amadieu, sociologue, professeur à l'Université Paris 1 Sorbonne, spécialiste des mouvements sociaux. Et Jérémy Clément, gilet jaune de Montargis, porte-parole du RIC, le ralliement d'initiative citoyenne. La liste mercredi. Porte-parole provisoire. Hein. Provisoire, évidemment. On attend les professionnels. Comme tous les porte-paroles. On attend les spécialistes de chaque domaine, que ce soit dans le handicap et autres. Merci. Merci à vous trois. En tout cas.